Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'organiser cette rentrée littéraire Anne Carrière pour présenter certains des ouvrages de la maison avec Stéphane Carrière qui est donc là, qui dirige la maison. Bonsoir Stéphane. Hello. Et évidemment, nous aurons trois auteurs. Ce soir, on a la chance d'avoir les trois auteurs. Sybille Grimbert d'un côté, qui est là, qui dirige les éditions Plein Jour, et de l'autre côté, à sa casquette de romancière. On parlera de cette double casquette aussi tout à l'heure. P.E. Kéral, qui sort son premier roman, magnifique premier roman. Au départ, nous étions quatre. Merci. Et ensuite, Carole Bonsoir à Alamand. tous. Bonsoir. Carole Alamand qui nous offre un récit de non-fiction, un récit sur le décès de sa maman et du syndrome de Diogène qui s'appelle Tout garder, qui viendra tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, nous rejoindre en direct de New Jersey. Alors, on va commencer cette soirée avec Stéphane Carrière, toujours l'éditeur qui donne sa vision et son avis, évidemment, sur les auteurs qu'il décide de publier. Pour Kéral, c'est un premier roman. J'aimerais connaître on sait qu'il vend des chapeaux, qu'il est vendeur de chapeaux, et ce n'est pas une blague, c'est la vérité. On s'adresse à tous les journalistes qui regarderont, ce n'est pas une blague, et c'est un magnifique métier. C'est un premier roman et on aimerait connaître comment tu as déniché Kéral. On sait qu'il édite, qu'il a déjà écrit de nombreuses nouvelles et on sent ce style-là aussi à l'intérieur de son roman. Et également que tu nous parles de ces deux autres autrices que sont Carole Alamand et Sybille Grimbert, que tu connais parfaitement puisque les éditions Plein Jour sont au sein du collectif Anne Carrière. J'aimerais connaître vos rapports à tous les trois et notamment comment tu as déniché ces trois plumes. Alors, en ce qui concerne, puisque tu m'as posé la question en premier, Kéral, c'est une histoire assez classique en fait. Donc vous savez tous, je pense, ce qu'est le tri. Le tri, ce sont les romans qui nous arrivent spontanément par le courrier. Enfin, aujourd'hui, essentiellement sous la forme de PDF. Une grande partie des manuscrits qu'on publie ne nous arrivent pas par le courrier. Une grande partie des manuscrits qui nous arrivent, en gros, on fait ce qu'au billard, on appellerait un coup à une, deux ou trois bandes, c'est-à-dire ils sont recommandés. Pour être précis, en fait, c'est notre directrice des droits, Yasmina Urien, qui un jour vient me voir dans mon bureau et me dit « Une amie m'a fait passer un manuscrit, c'est un premier roman, et moi j'ai une règle absolue par rapport aux gens qui travaillent avec moi, mais essentiellement, surtout par rapport à mes amis qui ne travaillent pas dans l'édition. Quand on est éditeur, toute la semaine, on est sollicité. Tous vos amis vous disent « Un tel sait que tu bosses dans l'édition, il m'a demandé de te passer son manuscrit. » Et j'ai tout simplement, ce n'est même pas une question de snobisme ou de politique, je n'ai évidemment pas le temps de lire tous les manuscrits qu'on m'adresse. Et donc, je dis à tous mes amis, il n'y a aucun problème, je lirai avec plaisir le manuscrit que tu me recommandes, à une condition et une seule, c'est que tu l'aies lu et qu'il ne t'ait plu. Donc, ta copine, ton copain, ta maîtresse, ton ancienne prof de primaire, ta fille Manus, je le lirai avec attention, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est marrant parce que souvent, au début, même mes amis les plus proches me disent « Mais moi, ce n'est pas mon métier. » Je dis « Mais t'es lecteur ou t'es pas lecteur ?» Oui, je suis lecteur. Je dis bah, « Donc, ton avis m'intéresse. » Et dans le cas de Kéral, en fait, bon, Yasmina, qui est une des plus fines lectrices que je connais sur la place de Paris, m'a apporté le manuscrit et a insisté en disant « Attention, tu le lis très vite, je ne te donne pas le choix. » Elle a été très insistante. Je pense vraiment que c'est une pépite. Yasmina dit ça très rarement. C'est vraiment une des lectrices les plus exigeantes que je connaisse. Donc, je l'ai lu, je ne sais plus, mais dis-moi, en combien de temps je t'ai répondu, Kéral? Une semaine. Ouais, c'est ça, en une semaine. En une semaine. Et contrairement à une idée reçue, en fait, beaucoup d'auteurs pensent que les éditeurs sont négligents sur le tri et que et qu'en fait, les pépites peuvent passer en travers des mailles défilées, entre les mailles des filets. Et d'une façon générale, ce que je constate au bout de 20 ans, c'est que le tri et ce qu'on reçoit a plutôt tendance à tellement nous assommer sous la déception que c'est un peu l'effet contraire et qu'en fait, le talent se remarque vraiment très vite. Il est très rare quand j'ai publié des premiers romans qui ne soient pas... Je parle de premiers romans, attention, hein, vraiment je précise. Mais il est très rare que les premiers romans que j'ai publiés et pour lesquels je me suis totalement enthousiasmé n'aient pas été immédiatement ou dans les 2 ou 3 semaines suivantes repérés par d'autres. Donc j'insiste, si j'ai la chance et l'honneur de publier Monsieur Kéral et son magnifique premier roman à la rentrée, je pense que c'est essentiellement grâce à Yasmina, puisque je l'ai lu vite. Et que quand on est une petite maison comme la nôtre, même si on a une belle boutique et un nom qui commence à inspirer un peu de confiance, je pense que notre principale force de temps en temps, c'est d'être avant les autres.
il est évident que ce premier roman, surtout le niveau de sa langue et cette langue qui s'impose si rapidement avec son originalité, son style et sa puissance dès les premières pages, aurait été publié par tous mes confrères de Paris. Voilà. Ensuite, un cas très différent, qui est celui de Carole Alamand, qui va bientôt nous rejoindre, puisqu'elle travaille aux États-Unis et qu'elle sera avec nous à cause de son emploi du temps. Elle est professeure de littérature dans une université. C'est très différent, mais c'est aussi classique, c'est que nous travaillons, nous les éditeurs, souvent, quasiment tous, avec des éditeurs freelance. Il y a une éditrice qui nous apporte beaucoup de livres et qui est incroyablement talentueuse, qui s'appelle Elisabeth Samama. Et là, c'est un cas différent, puisque c'est Elisabeth qui m'a appelé. Je travaille régulièrement avec elle pour me dire voici un manuscrit formidable et celui-là, tu le lis avant tous les autres. En fait, la force de prescription et le pouvoir de conviction de nos prescripteurs à nous, semi ou totalement professionnels, fait toute la différence sur la rapidité avec laquelle on gère ce qu'on appelle tout simplement une pile. Vous avez l'habitude d'avoir des pales, nous on a des piles. Et évidemment, ce qui est compliqué et ce qui est déjà un premier niveau de concurrence, hein, c'est à quel moment on lit le livre et avec quelle attention. Et il serait totalement injuste de dire qu'on ne le lit de façon aussi, avec autant d'appétit et de façon aussi rapide selon la personne qui nous le conseille. Voilà. Et ensuite, je finis par Sybille Grimbert. Sybille Grimbert, ça fait longtemps qu'on se connaît. On travaille ensemble parce que c'est une merveilleuse éditrice, mais c'est aussi, et ça, je n'ai vraiment aucune pudeur à le dire, je pense, une des plus grandes autrices de la littérature contemporaine depuis très longtemps. Sybille a 11 romans à son actif, c'est le 11e qu'on publie. Je n'ai l'honneur d'être son éditeur que pour le 4e. Hein. Il y a eu de très bons éditeurs qui l'ont découvert avant moi. Mais elle est, avec une autre de mes autrices que vous connaissez sans doute, qui est Yannick Granek, à mon avis, depuis longtemps, une des plus remarquables plumes de la littérature contemporaine. Et j'insiste sur un truc parce je les ai citées non pas au hasard pour les deux. Cette chose qui est à la fois merveilleuse et difficile, c'est l'ambition pluridisciplinaire, l'ambition de faire acte de littérature sur un peu tous les terrains de bataille. Sybille fait aucun de ses livres ne se ressemble, elle ne va jamais à la facilité. Elle a ce côté un peu, dans le cinéma, on dirait Kubrick, et dans la littérature Ishiguro, d'avoir cette ambition de donner le meilleur roman possible dans chacune des facettes de la littérature. Donc voilà, Sybille, c'est complètement différent. Je me bats uniquement, non pas pour faire reconnaître son talent, puisqu'il est reconnu par toute la presse et toute la critique depuis si longtemps, et ça, je n'ai aucun mérite, mais pour essayer de l'accompagner à un moment de son œuvre et d'essayer modestement de lui faire passer un certain pas. Je précise qu'on y est cette fois, puisqu'elle est nommée pour 2 des plus grands prix littéraires, le Renaudot et le Féminin. Merci. Il faut prendre des compliments quand ils sont là. Mais je les prends avec plaisir, je suis très touchée. J'aimerais qu'on parle aussi de vos rapports entre vous, entre éditeurs et écrivains, puisque pour Kéral, en effet, c'est récent, même s'il a écrit de nombreuses nouvelles et qui ont été publiées également dans différentes revues. Mais votre façon de travailler ensemble, est-ce qu'elle est différente selon que ce soit Sybille, Kéral et Carole peut-être plus tard, et toi, Stéphane, comment tu agis sur le texte? J'aimerais avoir les deux visions, celle de l'écrivain et de l'éditeur. Tu veux que je commence? Allez, allons-y. Une chose qui est certaine, et là je peux parler au nom de tous mes confrères sans absolument trembler, c'est qu'il n'existe pas une telle chose qu'une relation d'éditeur à auteur. Chaque relation d'éditeur à auteur est différente. Et ça fait la beauté de notre métier, c'est qu'en fait, elle est différente, irreproductible, et de la même façon qu'il existe peut-être un mystère humain, il existe un mystère de la création. On n'est pas là pour apporter les mêmes choses à chacun. La chose que je pourrais dire, la seule règle, et j'ai mis du temps à le comprendre, et j'en ai parlé à beaucoup de mes confrères, et souvent, enfin, en tout cas, un certain nombre sont d'accord avec moi. Je pense que dans ce qu'on appelle la courbe d'expérience, dans la carrière d'un éditeur, il y a un moment, peut-être que certains l'ont acquis dès le premier coup. Hein. Moi, il m'a fallu quelques années pour comprendre que dans le travail d'accompagnement d'un auteur et de son texte, on n'est pas là pour faire produire à l'auteur le manuscrit, le livre à la fin qu'on a envie de lire. On n'est pas là pour imaginer le roman que nous, en tant qu'éditeur, on imaginerait être le roman le plus abouti. Ça, c'est une faute professionnelle, mais une faute que j'ai commise de nombreuses années et qu'on a un certain nombre reconnu. Le déclic, c'est de comprendre qu'on est là pour se mettre au service de l'auteur et d'essayer le plus sincèrement possible de l'amener à
à aller vers la version la plus aboutie telle que lui, peut-être, n'a pas fini de l'envisager. C'est une différence très notable. On n'est pas là pour lire les livres qu'on a envie de lire, on est là pour essayer de faire gagner du temps. Je mentionnais Elisabeth Samama, je vais lui rendre hommage parce que ça m'a beaucoup aidé quand elle m'a dit. C'était un peu comme si notre métier, c'était d'imaginer que, au lieu de publier le livre 6 mois après, on l'avait publié 2 ans plus tard et que l'auteur avait mis son manuscrit dans un tiroir, ne l'avait relu que 2 ans plus tard, et avec ce regard, ce temps passé, il avait pu lui-même porter ce jugement critique sur son œuvre. On est un accélérateur de temps sur le jugement critique de l'individu unique, le créateur unique qui est en face de nous. Donc, s'il y a bien une métaphore et un cliché qui est juste et que je revendique, c'est celui de la maïeutique. Un éditeur n'est pas un coach littéraire, c'est un maïeuticien qui doit renvoyer d'une façon suffisamment sincère et intéressée une énergie qui consiste à poser les bonnes questions à l'auteur. L'auteur est le seul créateur, concepteur, maître de son texte. Nous, dans le meilleur des cas, quand on fait bien notre boulot, on doit être fier d'avoir posé les bonnes questions. Alors, est-ce que Sybille et Kéral ont le même avis? Alors, Sybille a À la travaillé... virgule près, franchement. J'ai rien à ajouter. C'est vraiment exactement ce que je pense. En tant qu'éditrice également, puisque... Surtout en tant qu'éditrice. En tant qu'auteur, on ne se rend pas compte de tout ce dont vient de parler de Stéphane. En tant qu'auteur, ou si vous voulez, on est tellement déjà dans le texte qu'on est enfin, on ne se pose pas la question. On a cette cécité, peut-être stupide ou intelligente, de croire que notre livre, c'est le mieux de ce qu'on peut. Enfin, on ne pourrait jamais imaginer qu'un éditeur puisse avoir l'idée d'un livre qui serait son livre parfait. On pense toujours qu'on est là, enfin, les auteurs sont un peu aveugles, enfin, pensent toujours que ce qui est là est unique puisque c'est à eux. Et la version aboutie, une sorte de version... Alors non, la version aboutie, enfin, là, j'arrive pas très bien à séparer là l'éditeur de l'auteur pour répondre. Je sais qu'en tant qu'éditeur, je trouve toujours que c'est une erreur de la part d'un auteur de penser que sa version est totalement aboutie, qu'on ne doit pas y toucher. C'est même un signe inquiétant. En tant qu'auteur, j'espère que je n'ai pas ce défaut, parce que je pense que j'accepte très bien les critiques et de retravailler. Enfin, je pense que quand même, il faut le regard d'un tiers. Un éditeur, c'est ça. C'est le tiers absolu. Il est à la fois... une sorte de maître à un moment donné, mais il vaut pour tous les autres. Ne pas l'entendre serait une erreur considérable. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, et de quoi avez-vous besoin sur la casquette autrice? De quoi avez-vous besoin De ce regard. De ce regard-là, c'est là où c'est un peu différent de Kéral. Parce que vous avez eu différentes relations avec des éditeurs. Oui, non, et c'est surtout que j'ai quand même déjà beaucoup écrit. Non pas que je sois devenu un génie qui n'a rien à corriger, je corrige toujours autant, on me dit toujours autant, là, il faut... Mais c'est très variable. Parfois, dans des textes, on me dit, Stéphane peut me dire, là, c'est un peu mou, tu devrais être ceci. Après, ça peut être des discussions plus générales sur le texte, là où il devrait aller. Parfois, ça peut être très précis sur un passage. Ça dépend vraiment ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Tout est possible. Mais en fait, rien n'est jamais impeccable. Enfin, c'est jamais tout fait, tout fini et ficelé à la virgule près. Ni même à beaucoup plus que la virgule près. En fait, je crois que ce dont on parle et ce que Sybille dit, c'est que la relation d'éditeur-auteur ne se mesure pas tant dans une relation d'expertise que dans la qualité d'un lien. Un éditeur et un auteur ou une autrice qui travaillent bien ensemble sont un couple qui sont assurés de la qualité de leur lien. La qualité de l'entente, c'est une qualité d'écoute de l'éditeur et la croyance de l'auteur qu'il travaille
À son service, au service de son texte. Avec une nuance que j'apporterai et qui marche très bien entre Stéphane et moi, et j'espère marche avec mes auteurs en tant qu'éditeur, c'est que j'ai une confiance absolue, c'est quand même primordial, sinon ça ne marcherait pas. J'ai une confiance absolue dans le lecteur qu'est Stéphane. Il n'y a pas, parce que ça pourrait arriver aussi, il pourrait y avoir un malentendu complet. Il pourrait aimer des choses que je déteste et vice-versa. Enfin, bon, et là, on ne se comprendrait pas. Et là, je me dirais, je ne sais pas à qui je parle, etc. Et ce qui fait le lien de l'auteur et de l'éditeur, bien au-delà de l'amitié, c'est quand même cette confiance absolue qu'on parle de la même chose. Et que c'est cette chose-là qu'on va améliorer ou qu'on va pousser à ce qu'il peut être de mieux ou de plus abouti. Alors, Kéral, quant à vous? Moi, je suis arrivé, effectivement, tout ça est forcément incroyablement nouveau pour moi. Donc, j'ai trouvé avec Stéphane quelqu'un qui était effectivement j'ai trouvé très attentif au texte. Il m'a fait quelques commentaires sur le texte, 3. C'est un roman choral dans lequel il y a quand même un certain nombre de personnages. Il y en a un sur lequel il m'a dit bof, ça m'a créé un peu des ruptures dans la lecture, ça m'a un peu gêné. Est-il vraiment aussi indispensable que ça? Parce que chaque fois, Stéphane n'a fait que poser des questions. Est-il vraiment aussi indispensable que ça? Il y en a un autre, il m'a dit au contraire, je l'aime beaucoup. Si je pouvais en savoir plus, ça me ferait plaisir. Mais tu fais ce que tu veux. Et le troisième commentaire, qui n'était pas sur les personnages, mais sur le déroulé d'un chapitre qui était à ses yeux un peu rapide. Donc, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, oui, c'est vrai, le personnage dont il a parlé en premier, qui est peut-être le moins... Il se trouve que c'est celui que j'aimais le moins, donc j'ai suivi son conseil assez vite. Celui qu'il aimait beaucoup, je l'aimais aussi très bien. Et voilà, il continue à me trotter dans la tête. Donc, j'ai écrit un nouveau chapitre à son sujet. Et puis, j'ai fait aussi j'ai suivi la correction proposée sur le chapitre en question, au final. Voilà, ça s'est passé d'une manière, effectivement, Sybille le dit, en confiance totale, voilà, très, très, très facilement. Très facilement. Vous avez tous les détails. Très bien. Avant que Carole n'arrive et que je puisse vous poser des questions plus communes aussi à tous les trois pour que vous puissiez y répondre, j'aimerais qu'on parle de la genèse de chacun des livres. Alors attendez, je coupe des micros. Voilà, la genèse de vos 2 livres, puisqu'en effet, Stéphane a raison de le dire pour Sybille, c'est encore un nouveau livre, encore un nouveau sujet. Vous vous renouvelez à chaque fois, et ça, c'est toujours assez impressionnant. Vous n'aviez plus publié depuis 2018, il me semble, avec La Horde. Vous prenez le temps, évidemment, et on le comprend avec votre double casquette d'éditrice, vous prenez le temps d'écrire sur des longues périodes. Là, il s'agit véritablement, et on parlera de l'incipit aussi, de vos incipits qui sont très forts à tous les 3, mais j'aimerais que vous nous racontiez la genèse, le sujet principal de vos livres. Comment est-il parvenu à vous? Pour Sybille, c'est quelque chose de plus pointu, dans le sens où on parle d'un pingouin qui est évidemment une espèce menacée et dont il est le seul survivant d'un massacre en 1835. Pour Kéral, c'est une affaire plus classique tout en étant extrêmement détaillée avec une polyphonie qui est extrêmement forte. On parlera de ces 11 personnages à chaque fois qui interviennent, à chaque chapitre. Mais j'aimerais que vous nous racontiez cette genèse-là. Qui commence? Mais Sybille. Toujours. Alors, c'est marrant parce que ça va recouper le rôle de Stéphane. D'abord, l'idée m'est venue comme ça, sur mon canapé un jour. Je me suis dit, je pensais au dodo, et je me suis dit, c'est incroyable. Quelle a été la vie du dernier dodo, celui qui s'est retrouvé seul sur son île. Avec tous ses semblables disparus. Et je me suis dit, ça devait être
c'est vertigineux de ne rencontrer personne qui vous ressemble. C'est-à-dire que votre espèce a disparu. Et ça me troublait beaucoup. Et je trouvais cette idée vertigineuse et j'avais envie de la creuser. Et je voulais, et donc petit à petit, j'avais commencé déjà à trouver le grand pingouin qui disparaît réellement en 1844, définitivement. On connaît le nom des gens qui ont tué le dernier grand pingouin, c'est des marins. Donc c'était très bien parce que c'était un animal qui pouvait avoir un contact avec un être humain déjà dans une époque moderne. Et c'était finalement assez important. Et pour pas avoir un effet d'exotisme, si vous voulez, d'exotisme même temporel. Et là où intervient Stéphane, c'est que, en fait, je m'étais lancée dans un autre manuscrit dont je ne me sortais pas, j'avais même décidé de me mettre de côté, et Stéphane m'avait dit qu'il connaissait l'histoire, m'avait dit, depuis le début, je pense que c'est foireux, cette idée. Et donc, et un soir, on dîne ensemble, et il me redit, je me doutais bien que c'était foireux, et je lui dis, bah, tu sais, je me pose la question, il y aurait peut-être ça. Et à ce moment, donc le dernier des siens, qui s'appelait pas encore, mais non, qui s'appelait pas du tout encore comme ça. Et là, il me dit, d'où l'importance quand même d'un éditeur. Ça vous donne un courage extraordinaire. Et il me dit, mais c'est formidable. C'est vrai que c'est génial, etc. On rigole, on en parle. Je sais qu'à partir de là, je vais vraiment le commencer. Et c'est Stéphane dans la conversation, puisqu'on brode, qui dit, mais en fait, c'est le dernier des siens. Et donc, c'est lui qui trouve le titre. Le lendemain ou sur le lendemain, je commençais. Très bien. Kéral. Moi, l'étincelle de départ, c'est que j'ai beaucoup écrit quand j'avais 18-20 ans et puis j'ai complètement abandonné l'écriture. Et fin 2019, à la lumière d'un événement familial, j'ai rouvert des classeurs dans lesquels j'avais des textes et j'ai trouvé plein de choses plutôt mauvaises. Mais comme l'idée de me remettre à écrire me titillait, j'ai trouvé une phrase et je me suis dit, cette phrase est pas mal. Et à partir de cette phrase, j'ai déployé un personnage qui est Gus, en l'occurrence. Je me suis rappelé après que j'avais écrit cette phrase lors d'un séjour à La Réunion. Donc, m'est venue comme ça aussi l'idée du personnage de Fuego, qui est né et qui a grandi à La Réunion. Et c'est une espèce de... Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est réouvert, qui s'est redéployé. Les idées sont venues les unes derrière les autres. Et puis après, il y a eu un événement matériel qui nous a tous touchés, qui est le premier confinement, qui, pour mon activité professionnelle, a ratatiné mes affaires pour pas mal de temps. Donc, je me suis mis à écrire et j'ai organisé mes journées avec un rituel. Voilà, tous les matins, j'écris et c'est comme ça que ce roman a pris corps. Et chaque fois que j'y repense, je me dis c'est quand même extrêmement troublant. Je n'avais jamais écrit de roman, j'avais même jamais eu l'idée d'écrire un roman. Et c'est juste une phrase qui a déployé quelque chose de, je sais pas, magique. Est-ce qu'on pourrait avoir le contenu de cette phrase? Oui, elle est dans le... Alors au départ, je me suis dit... Au départ, il y aura souvent des hauts départs. Au départ, je me suis dit que ce serait la première phrase du livre, et puis en fait, je me suis rendu compte assez vite que ça ne marchait pas du tout. Cette phrase disait « Je cherche à vivre seul, je mange ces cerises confites à l'irrésistible goût de colle, et j'achète mes rouleaux de papier toilette à l'unité. » Voilà, donc... On sent que vous écrivez des nouvelles également. J'aimerais qu'on revienne sur ça parce que vous avez cet art de rendre les choses extrêmement fluides, extrêmement concises, parce que les chapitres sont plutôt courts et à chaque fois, il y a toujours une âme qui vit dans chaque chapitre. Et j'ai l'impression que c'est un art qui est extrêmement difficile, l'art de la nouvelle, puisqu'elle ne pardonne rien, elle ne pardonne pas les erreurs. Et ça, vous le faites extrêmement bien. J'aimerais savoir comment vous avez construit ce roman-là. On a l'impression que ce sont différentes nouvelles. C'est à la lisière, je pense, d'un condensé de nouvelles et d'un roman. J'ai l'impression que vous avez été extrêmement subtil pour le rendre
romanesque, avec toujours cet art de décrire les choses, et avec une acuité, avec un sens du détail qui est extrêmement fort en très peu de mots. C'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis rendu compte assez vite que ça ne pourrait pas marcher si je ne travaillais pas la technique, en fait. Je me suis dit, oui, voilà, il faut sans doute apprendre à écrire. Et pour apprendre à écrire, je me suis dit peut-être qu'il y a enfin, j'ai découvert tout le monde des appels à texte et des concours de nouvelles qui existent en France, qui est particulièrement riche. Il y a même des sites internet qui référencent l'ensemble des concours de nouvelles qui existent. Et je me suis mis à faire ça, et écrire sous la contrainte est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc avec des thèmes imposés, des longueurs imposées, même parfois du vocabulaire imposé. Et j'ai fait ça en parallèle du roman. Et ça m'a aussi encouragé parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles qui n'ont pas été retenues par les comités de lecture. Mais j'en ai quelques-unes qui ont effectivement été publiées, et ça m'a donné une énergie incroyable. Et je pense parce que je me suis dit, ben voilà, au moins, oui, il se passe quelque chose, continue. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien, donc ça vaut la peine de continuer à travailler. Et c'est vrai que dans le roman, ce commentaire me fait plaisir, mais je ne sais pas si j'en ai eu conscience, mais j'ai souhaité effectivement qu'à chaque chapitre, oui, il se passe quelque chose on avance forcément dans l'intrigue, mais il se passe quelque chose, et que si un jour on veut le rouvrir en prenant 1 ou 2 chapitres, ce sera aussi pas mal. Voilà. Très bien. Sibylle, j'aimerais qu'on parle de votre double casquette, et c'est ma dernière question sur cette double casquette, promis, je vous en prie. éditrice, écrivain, mais est-ce que cette double casquette est enrichissante pour vous, ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt un frein? Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à l'éditeur qui va peut-être, l'éditeur que vous êtes, corriger? Est-ce qu'il y a une sorte de bipolarité, pardonnez-moi l'expression, entre quand vous écrivez, est-ce qu'il y a ce phénomène-là qui agit quand vous écrivez, où vous arrivez à séparer les deux à chaque fois? Alors, je sépare, c'est plutôt dans le sens inverse. Quand j'écris, très honnêtement, ça n'interfère pas. Mais en revanche, c'est parce que j'écris, en ce qui me concerne, que je pense que je suis un éditeur correct. C'est parce que je comprends bien les auteurs, que je comprends intimement comment se fait un texte, pas le texte que je lis, mais comment on est tous un peu pareil avec ce qu'on écrit, les moments où on passe vite, les moments où on est gêné, tout ça je le distingue bien parce que je le connais bien, que je sais bien le voir chez les autres. Et c'est amusant parce que Stéphane aussi est un auteur. Et je pense que finalement, ce n'est pas très étonnant que les éditeurs soient souvent des auteurs. C'est le lien intime avec le travail, pas avec le texte d'ailleurs, avec le travail. Je ne suis pas d'ailleurs l'éditeur, je ne suis pas la même lectrice que je suis éditeur. Enfin, en fait, c'est 3 choses différentes. Non, lectrice et auteur, c'est un peu, ça va ensemble. Mais c'est comment ça fonctionne de l'intérieur, comment ça fonctionne pour un auteur. Tout ça, comment un texte marche, ça, je crois que d'être auteur m'a permis de le comprendre. Très bien. Alors, on va parler de cette histoire du dernier des siens, puisque il y a beaucoup de personnages en G, hein, d'ailleurs. Non, mieux que ça. Nous avons 2 personnages qui ont le même prénom. Oui. Ça évitera de confondre. Quand vous vous intéressez au livre Anne Carrière, demandez un livre dont le héros s'appelle Gus. Et puis vous repartez soit avec Kéral, soit avec moi, ou avec les deux. Bien sûr, les deux. Les deux, bien sûr. C'est ce personnage-là, donc Gus, qui va assister à ce massacre d'une colonie de grands pingouins, et qui va donc ramener ce Prospe, qu'il nommera plus tard, chez lui. Il ne sait pas encore que c'est le dernier spécimen de sa colonie. Il va y avoir une relation qui va être bouleversante entre ces 2 êtres, sans avoir accès au langage, sans avoir accès à la communication entre eux, puisque vous ne faites pas parler
Prospe. Pour le coup, comment dire, vous l'évoquez, vous le façonnez de manière à ce qu'il y ait cette relation-là de parent à enfant. Je ne sais pas si vous la caractérisez comme ça, mais en tout cas, comment est née cette relation d'un homme avec un animal? Et d'ailleurs, on pourra parler si ça aurait pu être un autre animal ou un autre être vivant. Et je pense que c'est universel. Mais pour le coup, cette relation-là, pourquoi cette relation qui est aussi fraternelle, qui est aussi filiale? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un homme qui voit le pingouin. Et c'est parce que cet homme aime ce pingouin et que ce grand pingouin, va aimer cet homme qu'ils arrivent à avoir cette relation fraternelle. Il y a 2 points. C'est quand on aime les animaux. D'ailleurs, c'est pas aimer les animaux. C'est quand on se trouve un jour, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, à beaucoup aimer un animal, en l'occurrence un chat, parce que j'avais du plaisir et plus que ça, de l'intérêt à la regarder, c'est une chatte, à la regarder, à voir ses attitudes, à essayer de saisir non pas ce qu'elle essayait de me dire, mais ce qu'elle montrait, c'est-à-dire si elle était bien, si elle n'était pas bien, si elle était contente, enfin, vous voyez, toutes les choses, que j'ai fini par trouver ça fascinant. Il se trouve aussi que j'avais été l'éditeur, justement, d'un livre merveilleux d'une Américaine qui s'appelle Joanna Berger, qui est une très, très grande ornithologue, et un prof dans une université américaine qui avait écrit un livre où elle racontait sa relation personnelle avec son perroquet. Elle avait un jour adopté un perroquet et elle racontait 20 ans de vie commune avec son perroquet et j'avais trouvé ça absolument génial. Et toutes ces choses-là m'ont fait aimer le fait de regarder les animaux, en l'occurrence, bref, quelque chose qui est totalement différent de moi. Quelque chose que, comme vous venez de le dire, avec qui il n'y a pas de langage commun. On ne peut pas parler à un animal. Donc, on est obligé de se deviner et on se comprend à travers des malentendus. Et pourtant, on arrive à se comprendre. Quand je dis à mon chat, arrête de gratter le tapis, de faire tes griffes sur le tapis, si elle m'obéit, c'est parce qu'elle veut me faire plaisir, mais c'est certainement pas parce qu'elle sait que c'est un beau tapis, ou qu'en tout cas, c'est bien dans mon salon sans être abîmé. Elle le fait pour me faire plaisir. C'est tous dans cette espèce de malentendu que le lien se fait. Et je le trouve absolument désarmant. En même temps qu'un animal, c'est vraiment... vous en avez la responsabilité à partir du moment où vous le prenez. Mais là où je voulais en venir, c'est que plus qu'un animal, Prospe est le dernier des siens. Prospe est le dernier individu de son espèce. Et ça, c'est vrai. Et juste pour vous les décrire, les grands pingouins étaient des animaux de 80 cm à peu près de haut, avec un énorme bec, un peu comme celui d'un rapace, et comme les manchots, enfin rapace allongé, et comme les manchots, ils avaient des ailes atrophiées. Donc, ils avaient cette démarche assez drôle sur Terre, et terriblement maladroite, alors qu'ils étaient une torpille en mer. Et pourquoi je vous disais ça? Voilà, et cet animal disparaît. Et moi, en plus de l'affection, il y a le fait que ce personnage qui est au début du 19e siècle, qui n'a pas les moyens conceptuels de comprendre l'extinction, va enquêter et petit à petit se mettre à découvrir, être peut-être le premier, comme nous, d'un certain point de vue, à découvrir les extinctions de masse sur les animaux causées par les hommes, et en l'occurrence ce grand pingouin. Ça va évidemment encore, je ne sais pas si on peut dire resserrer leurs liens, mais enfin en tout cas, je ne veux pas dire dramatiser leurs liens, parce que ce n'est pas ça. Leur lien est drôle, leur lien est émouvant, leur lien est fait de disputes, de réconciliation et d'affection, mais va colorer jusqu'à un peu la folie pour l'homme leur histoire. Alors, j'ai vu que... Dire une chose, Anthony? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a une chose à retenir qui m'a bouleversé dans ce roman. Quand je vous dis que je suis même pas fan, mais c'est au-delà de ça, c'est groupie, admirateur, transi de toute l'œuvre de Sybille.
C'est qu'on dit parfois, il y a un auteur rencontre un sujet et ce sujet a un écho particulier. Mais dans Le Dernier des Siens, pour ceux qui vont le lire ou qui l'ont déjà lu, vous comprendrez ce que je vais dire maintenant. Un grand auteur, j'adorerais retrouver qui c'est, a dit cette phrase qui m'aide beaucoup avec les primo-romanciers. Il y a 1000 façons de concevoir la littérature et absolument aucune affirmation n'est juste en soi. Mais cette phrase est d'une certaine façon comparable à de la magie performative. Il a dit « Un grand roman part de son intrigue et se développe vers son thème ». Voilà, si un jour quelqu'un retrouve l'auteur, ça m'aiderait beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'il est étonnant de voir parfois, comme au cœur d'un réacteur, quand quelque chose vibre et donne une puissance différente au texte. Il est évident que la grandeur du sujet de Sibylle, c'est un parallèle entre une aventure humaine et animale, mais une aventure au XIXe siècle, et un sujet contemporain. Le sujet contemporain, c'est le réchauffement climatique, l'écologie, l'écocide, et plus particulièrement, nous sommes à l'aube de la 6e extinction. C'est-à-dire, bon, on le sait tous, hein, la planète se passera très bien de nous et elle ira très bien. La principale menace qui pèse due au réchauffement climatique, elle pèse sur l'homme. Et puis, il y a ce développement qui est un peu différent, qui est notre responsabilité. Et le fait que nous sommes responsables de l'extinction d'un certain nombre d'espèces. D'accord, ça c'est facile. Mais si on prend le sujet de Sibylle, la rencontre d'un homme et d'un animal, ce qui est magnifique et inattendu, c'est que c'est dans l'histoire des idées, c'est que ça se passe, on parle de paradigme. Son héros est un homme de son temps, un naturaliste qui est naturellement, pardon pour la facilité, élevé aux idées de Lamarck et Cuvier. Il pense, parce que la science pense ça, que la nature est toute puissante, pardon. Que l'idée de l'extinction, qui est un concept qui nous est familier et qui nous pèse un peu dessus, mais qui nous est familier, n'est pas un concept qui existe pour lui. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que en fait, le protocole, je parle de protocole pour ça, parce que le protocole de lecture ici, c'est que le lecteur, quand elle dit Gus va être le premier des nôtres. Hein, le pingouin, c'est le dernier des siens, mais Gus va être le premier des nôtres. Elle nous permet de vivre à travers cet esprit qui lutte dans les contingences intellectuelles de son époque, avec l'idée qu'il a au départ récupéré un animal rare et qui va petit à petit voir s'ouvrir sous ses pieds un gouffre métaphysique, qui est que cet animal n'est pas rare, il est le dernier des siens. Ben, ce qu'elle va nous faire lire, ce qu'elle va nous donner à lire, c'est finalement un protocole quasiment alchimique, puisqu'elle va nous permettre par empathie de mettre des mots de façon empathique sur un sujet qui nous entoure. C'est quoi cette responsabilité? Elle le dit de façon merveilleuse quand elle avait résumé son livre. Quand on travaille, et parlant d'édition et d'auteur, il y a un moment qui est important, c'est on travaille à la 4e de couverture. La 4e de couverture, c'est un moment assez fondamental finalement parce que, mais je n'ai pas peur des mots que je vais utiliser qui peuvent sonner un peu comme du marketing, mais on cherche des éléments de langage. Un élément de langage, ça ne devrait pas être un mot moche, hein, parce qu'on pense de la politique, mais en fait, c'est juste, c'est quoi le storytelling? À quoi on raccroche tout ça? Qu'est-ce qui est vraiment le cœur vibrant au sein d'une narration? Et on avait résumé, c'était assez facile, et puis de toute façon, Sibylle a besoin d'aucun éditeur pour résumer un texte. Et puis à un moment, je la pousse un peu dans ses retranchements, et elle me dit, et tu sais, finalement, un peu énervée à un moment, parce que j'ai posé trop de questions, je ne sais plus, mais tu es d'accord, hein, Sibylle? Un peu énervée parce que je lui faisais le boulot qu'elle fait avec ses auteurs, mais elle n'avait pas envie d'être auteur à ce moment-là. Elle me dit, mais bon, elle ne me dit pas comme ça, mais tu m'énerves, quoi, ça y est, c'est bon, on a dit de quoi ça parlait. Je dis, non, mais attends, c'est quoi le cœur vibrant de tout ça? Et il y a ce moment de grâce où elle me répond, mais pardon pour le langage, mais tu me fais chier, mais en fait, tu as raison, en fait, si tout ça, de quoi ça parle de, elle réfléchit, elle s'énerve un peu, et puis elle me dit, c'est quoi pour quelqu'un d'aimer ce qui ne sera jamais plus? Et je me dis, bon, là, en fait, tu as mis des mots sur le cœur vibrant de ce truc. En fait, ce mouvement où Sibylle, après avoir résumé mieux que personne ne pourrait le faire son livre, dit, mais finalement, en fait, c'est quoi aimer ce qui ne sera plus jamais? Ça s'appelle la littérature. C'est exactement le moment où l'édition, l'acte d'édition devient de la littérature. Et c'est absolument passionnant, c'est des moments de grâce dans notre métier, parce que si vous voulez, dans notre métier, quand même, il y a beaucoup de relations publiques, il y a des moments des journées entières dédiées à faire des comptes de résultats, et puis de temps en temps, vous avez ce truc, vous avez une autrice que vous admirez en face de vous, et elle vous dit cette phrase absolument définitive qui vous fait comprendre son sujet. Tout ça pour en revenir quand même à une chose merveilleuse, c'est que vous avez un roman qui s'inscrit dans une tradition et qui est celle de la relation homme-animal.
Et cette tradition, elle est bouleversante parce que vous avez le plus beau qui va être, par exemple, Melville et Moby Dick. Moby Dick, c'est du romantisme américain. Il est totalement incarné. Dans le romantisme américain est inséparable de la religiosité. Et Moby Dick est un roman totalement biblique et assumé. Vous avez Cro-Blanc, qui est magnifique, mais qui se définissait un peu comme de la littérature adolescente. Vous avez des livres étranges qui ont été d'énormes best-sellers comme Jonathan Livingston, Le Goéland, qui sont des espèces mais c'est très sympa, hein, mais de floraison beatnik, mais purement anthropologique. Et puis tout à coup, ça sert à quoi de parler de la relation animale, si ce n'est que à la façon dont Sybille a trouvé, qui est de vous planter pile au moment où il faut être, pour que ce soit aussi passionnant, 25 ans avant la parution de L'origine des espèces de Darwin, pour que son héros voit s'ouvrir sous lui, je reparler de religiosité, mais une abysse d'incompréhension qui est: je suis celui qui va être le dernier à voir ce chapitre du vivant. Ça donne, dans le roman que vous allez lire, Le Dernier des Siens, tout simplement une chose simple, hein, que vous connaissez tous, c'est que la grande littérature est quand même un shoot d'émotion. On peut la définir de 1000 façons. Mais si vous n'êtes pas en train de vibrer et de fermer le livre et d'avoir envie de courir dans la rue pour le convaincre de lire, de convaincre plein d'étrangers, d'inconnus de le lire, c'est que vous n'avez pas lu un grand livre. C'est ça qui fait la différence. Et à un moment, il y a cette idée purement intellectuelle, c'est ce truc, voilà. Ce qui va faire que le lecteur devient Gus, c'est que le lecteur comme Gus va être le premier des siens. Vous allez être, en lisant Le Dernier des Siens, le premier des vôtres. Vous le savez tous, on vous en a tous parlé. Mais à comprendre, non pas à comprendre, justement pas à comprendre, mais à ressentir, et c'est la magie de la littérature, cette douloureuse responsabilité, cette merveilleuse empathie du vivant, cette chaîne. Et c'est pour ça que ce roman dépasse absolument tout. Et vous êtes le premier des siens à avoir lu l'ouvrage de Sybille. Non, je suis le deuxième, c'est ton mari qui l'est en premier. Non, mais je crois que moi, je vais m'en aller parce que Stéphane en parle très bien. Vous n'avez plus besoin de moi. Non, je me fais engueuler par ton mari si j'en parle mal. Vous déconnez, c'est son meilleur lecteur. Il y a Carole Alamand qui est arrivée. Bienvenue, Carole. Je ne sais pas si vous nous entendez. Merci, pardonnez-moi. Là, je fais un petit saut parce que je suis en plein cours. Là, c'est l'après-midi ici. Pas de souci. Merci déjà, Carole. Merci d'être venue. Alors justement, en parlant d'émotion, et on va commencer par vous, ce qui frappe dans vos 3 ouvrages, ce sont vos incipits, que ce soit un massacre de pingouins pour Le Dernier des Siens, des enfants qui prennent la parole dans le ventre de leur mère pour Au départ, nous étions 4, et le décès d'une mère pour Tout garder. Tous ces débuts de livres sont extrêmement forts, et c'est aussi ce qui séduit un éditeur très souvent, mais beaucoup les lecteurs également. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les 3, en commençant par Carole, comment se dessine l'ouverture de votre livre, le choix narratif également que vous prenez dès les premières pages? Vous avez fait un choix assumé de rentrer directement dans le cœur du sujet, dans l'émotion, dès le début. Oui, il s'agissait pour moi de restituer ce que cette entrée en matière avait été pour moi. Enfin, imaginez, je suis pas allée dans l'appartement de ma mère, dont je n'étais pas très proche, et je vis aussi aux États-Unis depuis quasiment 30 ans. Je n'étais pas allée chez elle depuis une douzaine d'années. Et au moment de son décès, eh bien voilà, je fais chercher les clés et je tombe sur un lieu indescriptible, enfin, dont je ne peux même pas ouvrir la porte parce que l'entrée est obstruée par toutes sortes de choses, des objets de collection comme des déchets, les poubelles d'il y a 2 mois, comme des piles de livres. Les opercules. Les fameux opercules aussi. Et les opercules, oui. Et donc, pour moi, il était nécessaire de restituer ce choc. Et la façon de le faire, c'est d'inviter la lectrice ou le lecteur avec moi d'ouvrir cette porte et puis de plonger ma lectrice et mon lecteur dans ce décor, avant toute explication, avant... Et voilà, c'était, je ne voulais pas de préambule long, je ne voulais pas retarder cette découverte en quelque sorte, puisque le livre
allait ensuite consister à démêler, soulever, comprendre. C'est à la fois un journal et un essai. Encore qu'un essai, c'est un petit peu, peut-être un petit peu rébarbatif. Je préférais le terme d'enquête ou même d'enquête littéraire. C'est une enquête qui est inspirée par toutes les lectures que j'ai pu faire sur ce syndrome de l'accumulation compulsive, ou dit syndrome de Diogène, et des lectures tirées des sciences humaines, mais aussi de la littérature. C'est un livre qui repose sur un certain nombre d'auteurs qui ont déjà ou qui ont eu pour personnages des gens qui souffraient de cette maladie. Et voilà, le récit est polyphonique parce qu'il oppose donc la femme de 45 ans qui découvre cet appartement à la fille qui a grandi dans ces lieux, puisqu'il s'agissait de l'appartement dans lequel j'ai vécu de 0 à 17 ans. Et donc, pour celles et ceux ici donc, qui n'ont pas lu cet ouvrage, il se constitue de courts chapitres qui alternent entre des entrées du journal que j'ai tenu à cette époque, qui est un journal qui était qui est minutieux, et j'ai aussi pris des photos des lieux, pas par voyeurisme, mais pour me protéger de la justice suisse, parce que je n'étais pas censée entrer dans cet appartement et y faire de l'ordre avant de renoncer à la succession de ma mère. Mais ce journal et ces images me permettent de reconstituer véritablement ce décor de façon très, très fidèle et authentique. Et le récit, donc, alterne entre le quotidien du déblaiement effectué avec des amis et les réflexions. Finalement, la question étant, qu'est-ce qui peut conduire une femme à en arriver là? Comment en arrive-t-on là? C'était la question principale de ce livre. Est-ce qu'il a été question d'ailleurs, Carole, d'en faire un roman? Le choix de la forme était aussi important. Est-ce que vous vouliez lui rendre hommage, ou en même temps, c'est une mère que vous n'avez pas vue depuis 12 ans, il me semble, avec qui vous avez des contacts très particuliers, très distants. Pourquoi avoir choisi cette forme-là, justement, et de ne pas l'avoir Oui, la forme du récit autobiographique ou référentiel, à la suite de 2 romans. Mon second roman mélangeait les genres déjà, enfin, était constitué d'un polar dont le lecteur découvrait qu'il était entièrement inspiré par 50 souvenirs d'enfance. Donc, ce n'est pas la première fois que je vais du côté de l'autobiographique. Mais là, c'était absolument indispensable justement à cet hommage. Il s'agissait de parler de cette femme en particulier et d'essayer de comprendre la raison pour laquelle, enfin d'abord notre grand rendez-vous manqué, et puis ensuite, comme je l'ai dit, de comprendre un petit peu, de comprendre le mieux possible ce qui lui était arrivé. Et voilà, donc la forme du récit par opposition au roman s'est imposée. Il n'a jamais été question de romancer, notamment parce qu'il s'agit d'un de ces cas typiques où la réalité dépasse le roman. Je n'ai pas inventé ce que j'ai retrouvé dans ces lieux, mais l'hommage est très important. Rendre hommage à une femme qui, comme je le dis, a eu le droit de vote en Suisse à l'âge de 40 ans, enfin, qui a vécu vraiment dans une contrainte telle qu'à mon avis, enfin, c'est une des composantes de sa folie. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait, ni épouser l'homme qu'elle aimait, ni avoir le métier qu'elle aurait aimé avoir, ni quitter un mariage affreux. Enfin, c'est vraiment une femme suisse de sa génération et de sa classe que j'ai voulu comprendre et à laquelle, oui, j'ai rendu ce qui est peut-être un hommage, parce que le livre finit assez bien finalement, sur quelque chose de moins
mortifère que cet appartement, puisque j'ai retrouvé l'homme de la vie de ma mère, qui est un géologue libanais, et qui m'a parlé d'elle 60 ans après leur séparation, qui m'a envoyé les seules photos d'elle que je possède, et qui m'a permis de donner finalement à ce récit ce spin, enfin, comme on dit, qui en fait quelque chose dont on peut sortir avec un peu d'espoir. On reviendra sur... Une chose, Anthony. Oui, bien sûr. Parce que mon autrice, elle est incroyablement modeste, mais on touche là un sujet vraiment très intéressant qui finalement est celui de essai, autobiographie, roman, littérature. Et s'il y a une raison parmi d'autres de lire le magnifique livre, je dis livre exprès, pour être neutre, de Carole, c'est parce qu'il représente pour moi un des plus beaux manifestes de l'effraction de la littérature. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Carole, pour ceux qui n'ont pas compris, donc, est éloignée de sa mère, elle a sa vie, et un jour, on lui apprend que sa mère est décédée, elle rentre en Suisse, elle veut rentrer dans l'appartement, on lui conseille de ne pas rentrer seule, ce qui est quand même un peu compliqué, et elle découvre que sa mère est atteinte du syndrome qu'elle vous a décrit, qu'on appelle le syndrome de Diogène. Qu'elle appelle les gardeurs d'ailleurs, qu'elle ne nomme pas le syndrome de Diogène, qu'elle appelle les gardeurs. Les hoarders en anglais, le Diogène, les gardeurs, tout ça. Et elle doit faire face à cette chose dont on peut tous assez facilement imaginer la difficulté, la douleur, et qui est, dans un premier temps, c'est ma mère était atteinte d'une forme de folie, je ne l'ai pas vue. Cette folie, en plus, est assez déplaisante, puisque dans la conservation, il y a aussi la notion d'ordure. Enfin, ça touche quasiment au dégoût, c'est une relation que personne ne voudrait imaginer entre une mère et sa fille. Mais ce qui me passionne, moi, quand je découvre le texte, alors je précise, hein, la découverte du texte, c'est une éditrice qui s'appelle Elisabeth Simama, mais quand je lis le texte, je suis absolument happé et passionné par cette chose magnifique que j'ai essayé de vous décrire. C'est que Carole est un esprit puissant, c'est une puissante intellectuelle. J'en ai un peu marre de cet adjectif de puissant, pardon, mais s'il fallait l'utiliser une fois, pour Carole, ce serait vraiment légitime. Et donc, face à ce drame intime, et pour l'instant, on va dire qu'on est peut-être dans quelque chose qu'on appellerait l'autofiction, même l'autofiction est complexe à définir, Carole va avoir une réaction humaine d'un esprit intellectuel et qui est, je mets de l'ordre dans tout ça, et donc ce que je vais écrire en réaction, je ne vous dis même pas que ce que je vous dis est vrai, je vous restitue ma lecture et l'émerveillement de ma lecture. Elle va vouloir mettre de l'ordre dans le chaos en répondant comme une intellectuelle peut le faire, je vais chercher à comprendre. Ce que je veux vous dire à vous, lecteurs, c'est que ce que vous allez avoir entre les mains, c'est le protocole merveilleux d'un bel esprit qui veut comprendre. Et ça pourrait s'appeler un essai. Elle s'interroge et elle vous fait participer et elle commence les premières pages, à part la scène magnifique de départ, c'est la démarche, c'est quelqu'un qui va vouloir s'interroger, savoir c'est quoi ce truc, c'est quoi cette pathologie, c'est quoi cette folie, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et petit à petit, moi, non plus en tant qu'éditeur, mais en tant que lecteur totalement captif et émerveillé, ce à quoi j'assiste au fil des pages, c'est l'effraction de la littérature. On s'en fout du terme roman. Ça, c'est une des grandes chances qu'on a en France, c'est qu'on a un peu d'avance là-dessus par rapport à plein d'autres pays. Et que, en fait, l'autrice se donne passionnément et sincèrement à une quête de compréhension. Et sous vos pages émerveillées, je vous jure que vous le serez, ce qui est beau, c'est le surgissement de la littérature. Pourquoi ? Parce que la compréhension est insuffisante par rapport au vrai sujet qui nous porte ici, et qui va devenir de « ça veut dire quoi Diogène ?» à « qui était ma mère ?» Et qui était ma mère est un des plus beaux sujets universels de la littérature. Vous pouvez difficilement, non pas c'est faux, mais vous pouvez difficilement trouver un livre qui peut, juste dans son protocole de lecture et par votre expérience sensible, mieux vous démontrer la plasticité de ce qui nous réunit tous aujourd'hui et qui est la beauté de la littérature. La différence, non pas entre la non-fiction et la fiction, mais entre le savoir, la pédagogie, la restitution et la littérature. La littérature, c'est tout simplement, pardon, je déteste les choses qui réduisent, mais ici c'est tellement bien, enfin, mes paroles n'ont de sens que dans le cadre de la lecture de Carole. La littérature, c'est le particulier contre l'universel. L'universel, c'est l'entertainment.
Et Carole ici nous donne à lire une chose merveilleuse, c'est que ce roman qui bascule malgré elle et sous sa plume, au moment où elle l'écrit, vous donne à vous, le lecteur, un shoot simple et concret, et qui c'est quoi le littéraire? C'est de quoi on parle? C'est quoi l'entertainment? C'est quoi la littérature? C'est quoi le savoir? C'est quoi le roman? C'est quoi? En fait, c'est simple. C'est une question qui change d'angle. Et quand on va du particulier vers l'universel, non pas de l'universel vers le particulier. Rien à ajouter, Carole? Stéphane, merci. Je pourrais dire la même chose que Sybille. On parle beaucoup, beaucoup mieux que moi, parce que ce qui n'est pas, c'est pas étonnant, hein, on est un petit peu toujours pris dans son propre travail. Non, 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 je suis ajouter. Je suis entièrement d'accord avec cette idée du particulier, et c'est ce que pour moi représente la littérature aussi, l'élucidation du cas ou de l'individu. Et c'est ce qui, après 30 ans de pratique, me la rend encore agréable à partager ou à enseigner, etc. Enfin, et peut-être aussi ce qui marque l'originalité de ce texte par rapport à la petite dizaine d'essais qui ont été déjà publiés dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie. Enfin, je pense que je fais appel à Maupassant, Pamuk, Pérec, Ponge, enfin, qui sont les grands penseurs de l'objet et de l'accumulation pour donner des réponses. Et voilà, j'espère qu'elles seront, sinon convaincantes, du moins engageantes. Merci. À quelle heure partez-vous d'ailleurs, Carole? À quelle heure vous devez partir? Dites-moi. J'ai horreur de faire ça, mais il se trouve que j'enseigne un jour par semaine de heure française de 18h à 21h le mardi. Et que là, je fais pas dans une dizaine de minutes. Il faut que je reparte à 14h10. Ok. On repasse à Kéral. Kéral est justement sur cet incipit qui est extrêmement fort et original, cette idée de donner la parole aux enfants dans le ventre de leur mère. Ce choix-là, est-ce qu'il a été dicté par Stephen ou orienté par Stephen, ou au contraire, c'était quelque chose de véritablement de proéminent dans votre œuvre et il fallait commencer absolument par ces récits-là? Non, il est venu en cours d'écriture du roman, puisqu'il s'agit d'une histoire de famille, donc qui a lieu sur 2 générations. Et donc forcément, il est question d'enfance, il est question d'adolescence et d'âge adulte. Et en travaillant sur l'enfance, à un moment, je me suis dit, je pense qu'on a très souvent une idée très précise du moment auquel se termine notre enfance, quand tout d'un coup, il y a un choc particulier dans la vie, la mort d'un grand-père, la naissance d'un amour, la fin d'un amour, j'en sais rien. Enfin, on a une idée, si on réfléchit un peu, sur quand se termine l'enfance. Et je me suis dit, mais en fait, à quel moment elle commence, cette enfance? Est-ce que c'est au moment où on sort du ventre de notre mère, ou est-ce que c'est avant? Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas mal d'imaginer ce qui peut se passer avant. Donc, c'est venu en cours de roman, et après, j'ai fait un gros travail sur le déroulé des différents chapitres, sur la manière dont les chapitres pouvaient s'imbriquer les uns dans les autres selon des ordres différents. Et petit à petit, ce passage-là est arrivé au début. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, il faut que ça commence là. Il faut que ça commence comme ça. Sybille, quant à vous, on reviendra évidemment sur le roman de Kéral tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Sybille, sur cet incipit extrêmement poignant, sur ce massacre des grands pingouins dont Gus est présent également. Et alors, il n'y a pas forcément de remords, j'ai eu l'impression, sur le fait d'y avoir assisté. Il est
il s'en veut de pas forcément être intervenu, mais sans être totalement coupable. Il y a eu cette, je ne sais pas si vous avez aussi ressenti ça. C'est un homme de son époque. D'abord, il est dans un bateau parce qu'il étudie la faune et la flore dans l'Atlantique Nord en Europe, enfin vers l'Islande. Et donc, il est sur ce bateau pour son travail. Il n'avait pas prévu que les marins... et ça, c'est totalement vrai. Historiquement, ça se passait comme ça. Que les marins s'arrêtent pour prendre des pingouins et les cuisiner. Donc, il est surpris. Et effectivement, ça, je trouvais ça intéressant. Enfin, j'y ai pensé a posteriori, très franchement. Mais il était hors de question qu'il ait une conscience, si vous voulez, qui est la nôtre, de l'abomination de ce que c'est que tuer un animal, enfin, tuer une colonie, en l'occurrence d'oiseaux, parce que du coup, le reste aurait été bancal. Et puis, ça n'allait tout simplement, ça aurait été anachronique. Il ignore la chose. Il ignore, c'est agréable pour personne de voir une chose pareille. Ça, pour le coup, enfin, j'espère, universel. Enfin, bon, ça devrait. Donc, effectivement, il n'a pas d'opinion. Mais j'ai dû réfléchir pour trouver cette scène. Si vous voulez, ça ne m'est pas venu comme ça. Mais par ailleurs, d'une façon très pratique, elle était la meilleure pour tout d'un coup dire quelle était la question. C'est-à-dire qu'on est, pour le coup, en termes contemporains, 6e extinction, si vous voulez. Mais sans y penser, c'est-à-dire, voilà, on a des animaux qui sont massacrés, qui disparaissent, et mon personnage, il fallait aussi qu'il se rencontre en sauvant. Il n'allait pas, je n'allais pas le faire se promener sur une île pour aller prendre un grand pingouin et le voler à sa communauté. Donc, en fait, ça disait tout, ça disait ce que ça a d'horrible, et c'était le début qui mettait tout de suite dans le bain, si j'ose dire, le lecteur. Et par ailleurs, il est très juste. Il est dans la tonalité, enfin, il n'est pas dans la tonalité du livre, mais il dit exactement là où vous allez être, c'est-à-dire avec des animaux qui sont rares, et puis petit à petit, enfin, Gus, qui commence avec un animal rare et massacré, finit avec un animal unique. La flèche était comme ça. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. J'ai une dernière question pour Carole avant qu'elle nous quitte. Par rapport à ce syndrome de Diogène, donc les gardeurs, comme vous les appelez, parce que vous dites que Diogène n'était pas ainsi, justement, et ça symbolise aussi la nécessité de garder une trace. Est-ce qu'on est façonné forcément par les objets de notre quotidien? Est-ce que pour vous, ce sont les seuls témoins de notre héritage? J'entends plus. Carole, Carole, votre... Oui. Est-ce qu'on est... Comment dire? Moi, je pars du point de vue d'une émigrée ou d'une exilée. Enfin, j'ai quitté la Suisse à l'âge de 26 ans. Enfin, dans mon expérience personnelle, au contraire, hein, l'objet, ce qui empêche de partir, ce qui alourdit, ce qui complique les déménagements, Donc, je pense qu'il y a... Ça dépend. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de façon définitive. À quel moment les objets... Je suppose que les objets nous façonnent à un moment de notre vie, ils nous encombrent à un autre moment. Donc, je ne pense pas que ce que je cherche à élucider dans ce livre, c'est ce qu'ils peuvent faire aux gens, les objets. Voilà, ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent modifier les destinées et les rendre tragiques, comme ça a été le cas de ma mère. Et je reviens aussi, bien sûr, sur
les définitions de l'identité qui ont été formulées mais qui font entrer l'objet, c'est une nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui date du 19e. Enfin, c'est très anti-cartésien, hein, le moi qui ne viendrait pas de l'intérieur, mais au contraire de ce qu'on peut accumuler autour de soi. Enfin bref, donc je peux pas répondre à votre question. J'essaye dans mon livre justement de penser ce rapport à l'objet sous différentes modalités. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous n'aviez pas trouvé cet appartement dans cet état-là? Est-ce que votre rapport à votre mère aurait pu changer votre vision d'elle en sachant que vous ne l'aviez pas vue depuis 12 ans? Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose en vous? Je pense que si je n'avais pas eu à débarrasser cet appartement, ce qui m'incombait de toute façon, parce que j'étais sa fille unique, mais donc ce n'était pas possible que je passe à côté de cette étape, ce travail de rapprochement n'aurait jamais eu lieu en quelque sorte. Je pense que l'appartement a été un choc qui m'a incité à me plonger dans une histoire que j'avais fui jusqu'ici. Si des amis avaient pu m'épargner cette tâche, bon, notre lien était déjà terriblement distendu. Ma vie aurait continué sans jamais rencontrer cette femme. Je pense que l'appartement m'a obligée à me confronter à son destin, à ce qui lui était arrivé. Ça a été alors, pour le coup, un moment déterminant. J'étais happée par cet espace auquel j'avais d'ailleurs, par ailleurs, échappé il y a très, très, très longtemps. Enfin, moi, j'ai quitté ma famille, j'avais 17 ans, je ne suis pratiquement pas retournée dans cet endroit. Mais la découverte et le choc qui est lié à ce qu'évoquait Stéphane, c'est-à-dire que c'est un espace qui était devenu choquant, et j'espère que ma description le restitue bien, c'est-à-dire c'est un espace où tout s'effondre. Ma mère était collectionneuse, mais éboueuse en même temps, enfin, c'est-à-dire qu'il se mêlait. Ce qui est déroutant, c'est qu'il n'y a pas de principe. Enfin, tout est absolument... toutes les distinctions s'effondrent, c'est le chaos, c'est-à-dire que côtoyait dans ce salon, dans cet appartement, des toiles payées assez cher dans des galeries suisses, avec des fruits pourris, le cadavre d'un chat, une collection de livres, du matériel informatique, des habits. C'est-à-dire que tout est absolument réduit, toutes les distinctions sont pulvérisées et on ne peut pas ne pas être profondément interpellé. Enfin, on ne peut pas ne pas avoir envie d'y mettre de l'ordre. Même si je ne suis pas convaincue d'y être parvenue, mais c'est la première, ça a été mon premier réflexe, c'est voilà, il faut comprendre. Il faut désintriquer toutes ces choses et essayer de voir d'où cette catastrophe est partie, quelle est son origine. Est-ce que vous ne pensez pas, pardon, hein, j'exagère sur le temps, vous me dites et me couper, hein, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de geste inconscient de sa part, un appel à l'aide, de détresse? Est-ce que ça aurait pu être justement cela pour vous reconquérir peut-être, pour faire un pas vers vous sans forcément, alors je ne connais pas évidemment la relation intime que vous aviez avec votre mère, mais on pourrait le voir ainsi. On pourrait voir ainsi peut-être un geste inconscient de détresse pour que vous veniez plus souvent la voir. Est-ce que c'est possible? Bon, on l'a qualifié, hein, c'est un héritage, c'est ce qui s'appelle un héritage encombrant. Ça, c'est certain.
parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, bien sûr, de ma part, à l'avoir laissé tomber dans cet état. Détresse, en fait, de façon tout à fait pratique, je ne pense pas, elle est décédée d'une crise cardiaque de façon complètement imprévisible. Je pense que c'est quelqu'un qui pensait vivre encore beaucoup plus longtemps et qui n'avait pas envisagé le retour de sa fille dans son espace privé. Ça, je pense que c'est le cadre quand même du récit. Bien sûr, c'est une situation qui d'abord vous met en colère. Enfin bon, c'est vrai que j'ai été d'abord très très fâchée d'être aspirée dans ce bordel, il n'y a pas d'autre mot, hein, et puis de tout ce que ça impliquait dans ma vie au point de vue pratique. J'habite à 6000 km de là, je travaille quand même à plein temps, enfin je ne peux pas faire des allers-retours pour aller mettre à la poubelle ce qu'elle aurait dû mettre elle-même. Donc il y a eu cette colère. Un legs de sa part, c'est difficile, enfin ça a été à moi de le retrouver, ce que je pense avoir fait, enfin, de retrouver dans ce chaos des choses importantes, d'accord, et de garder certaines choses, de ne pas tout jeter. Mais voilà, Anthony, je ne suis pas sûre de répondre à votre question. Je suis désolée, j'ai l'impression de répondre un peu à côté. Non, mais elle est extrêmement difficile. Il faut être honnête, c'est difficile de répondre à ça et de penser à sa place aussi. Mais je comprends tout à fait ce que vous vouliez évoquer. Est-ce que vous avez le livre sur vous d'ailleurs, Carole, ou pour nous lire un extrait? J'ai pris une copie là, pensant que j'allais en avoir besoin. Et donc, j'ai pris une copie sur mon bureau, comme vous voyez là. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une mise en scène, mais voilà ce que j'étais en train de lire. Ça, c'est pour Sibylle, c'est ma lecture du moment. Et oui, je l'ai. Eh bien, parfait. Si vous pouvez nous lire un petit extrait, et ensuite, Kéral et Sibylle nous en liront un également. Oui, tout à fait. Alors, je vais choisir, et je ne sais pas si Stéphane me donnera son approbation. Je vais prendre simplement le moment où je découvre le salon. D'accord, hein, ça je pense, c'est 5 ou 6 pages après le début. On regarde ça longtemps, comme un paysage pour la première fois, comme la surface de Mars, le tsunami de 2004, Berlin année 0. C'est un raz-de-marée qui file entre les mots. Nous sommes bien au-delà du désordre. Bazar, bordel, foutoir ne conviennent pas davantage à un lieu qui relève de la décharge publique et du cabinet de curiosité, du nid de pigeons et de la jungle. Ici et là, regroupés sur une table émergeante à peine du chaos, ou en équilibre au sommet des monticules, des plantes vertes composent une étrange ode à la vie. À l'exception de la bibliothèque et de l'armoire dite normande, ce qui constituait le mobilier du salon est plus ou moins enseveli, comme la table basse de marbre que nous ne retrouverons qu'après des heures de déblaiement, ou le canapé, dont seule demeure accessible une 60aine de centimètres carrés, délimité par un coussin rouge. L'esprit peine à identifier le reste. Il patine, comme l'œil, à la surface d'une masse si composite ou insensée qu'elle condamne quiconque veut en parler à la platitude de l'inventaire. Télécommande, chaussures, livres, cassettes vidéo, balles de tennis, boîtes de thon, huiles encadrées, poupées, fruits pourris. Voilà. Excellent. C'est un passage que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est une description formidable. On ne t'entend plus. On n'entend plus. On t'entend plus. On Pardon. vous entend plus. Je disais que c'est un livre bourré d'humour aussi, Carole. Vous arrivez à y déceler et à y insérer beaucoup d'ironie, ce qui est loin d'être évident, surtout sur un sujet pareil. Donc, bravo. On va faire une petite photo avant que vous partiez, Carole, et on continuera évidemment avec Sibylle et Kéral. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est parfait, merci. C'est parfait. Merci, je vous remercie beaucoup. Je suis navrée. Il faut que je retourne à vos étudiants. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, on va maintenant passer peut-être à un passage de Kéral. Au départ, nous étions 4. Kéral, c'est à vous. Alors, on a parlé du début tout à l'heure. Je ne sais pas si... Le début? Je pense, oui, c'est une très bonne idée, évidemment. Alors, le début. Vos 3 incipits sont assez fabuleux. C'est Greg qui parle. Ce moment-là, Fuego, c'est l'au-delà de la guerre, tu comprends. L'au-delà de la mission pourrie qui ne fait qu'empirer. Voilà, des coups de boutoir nous coincent à plusieurs dans cet abri où nous venons de nous réfugier en précipitation. Dehors, ça castagne sec. J'étouffe. Nous y sommes sans doute en sécurité pendant un moment, mais nous sommes trop nombreux, assis, debout, empilés les uns sur les autres. Je me demande à chaque pression au-dessus de ma tête comment je vais supporter la prochaine suffocation. Nous toussons chacun à notre tour en recrachant nos glaires. Depuis combien de temps? Je ne sais plus. Je n'ai pas le choix. C'est ma condition. C'est ma vocation. Supporter l'extrême. Toute ma vie, je le sais, est tendue vers l'extrême. Depuis son tout début. Il fait une chaleur de plomb, sans doute près de 40 degrés. Et 40 degrés dans un lieu aussi exigu et qui n'en finit pas d'être trempé, c'est une cocotte minute. Je peine à ouvrir les yeux, crucifié par la moiteur ambiante. Mes lèvres se boursouflent. Elles vont se rompre au premier ictus, lâchant un goût poisseux tout au fond de ma gorge. J'essaie d'écarter les jambes et les bras pour me ménager un espace, mais je me heurte aux autres en permanence. À chaque tentative, ils me rendent des coups sur toutes les parties du corps. Nous sommes tous en mode survie. La pression monte, ça vrombit de partout, dehors, dedans, et je ne peux même pas me boucher les oreilles. Les bruits tels des obus me traversent les chairs. Au bout d'un moment, il me vient une urgence, un flash. Nous n'allons pas tous survivre. Nous avons atteint le point de bascule. Il ne faut plus penser qu'à soi, abandonner l'équipe, sauver sa peau. Surtout ne pas croiser le regard des autres. Il serait le miroir de ma lâcheté, froide, ingrate. Et je ne veux pas crever là, coincé au beau milieu d'un nid de vers immondes. Je dois m'en sortir au bon moment et vivre, tu comprends, vivre, me rapprocher de la sortie pour m'éjecter le plus vite possible dès que tout ce merdier cessera. Merci, Kéral. Encore plus fort quand c'est lu par l'auteur. Encore plus fort. Bravo. Sybille? Alors, moi, j'ai pris un moment qui est un peu plus loin dans le texte, enfin pas le début donc, et où Gus va avec un de ses amis qui s'appelle Buchanan, mais Gus va pour la première fois d'un certain point de vue reconnaître cet animal qu'il a recueilli chez lui et tout d'un coup se mettre à l'aimer, comme j'ai dit. Alors, Gus découvrit un animal unique, un animal comme il n'en avait jamais vu, dont il peinait à comprendre que c'était un oiseau. Pour lui, à cet instant, il s'agissait plutôt d'une sorte de poisson qui respirait hors de l'eau, ou d'une oie qui nageait, une chimère avec des plumes pour écailles, des ailes débiles, un bec de rapace sans doute inutile lui aussi. Une anomalie en somme, le moule disproportionné des pingouins qu'il avait vus partout, les petits tordas qui plongeaient et savaient voler, aussi normaux que les mouettes. Buchanan se saisit d'une cruche et alla la verser sur l'oiseau. Comme Gus l'avait déjà vu faire, celui-ci se lissa le plumage, glissa son bec sous son aile, dans son dos. Gus pensa, il fait ce qu'il doit faire, il fait ce que font tous les siens, ce qui lui permet de vivre. Il veut vivre. Et soudain, en suivant ses gestes adroits, ce bec qui chassait encore des vieilles plumes, qui illustrait les nouvelles, qui discernait les unes des autres, s'attardant sur un point et agitant sa tête avec nervosité, comme s'il grattait une peau irritée à ce seul endroit, Gus ne vit plus un spécimen de grand pingouin. Il vit celui-ci en particulier, celui qu'il avait sauvé. Il observait des usages anciens à travers lui, des habitudes apprises, un enseignement, une intelligence manifestée dans cette créature précise. Il voyait le pingouin qu'il connaissait, celui sur lequel sa main s'était posée et qu'il nourrissait. Quelque chose qui, se dit-il, avait des réactions, des besoins, des envies, quelque chose qui était unique et en même temps valait pour tous les autres individus de son espèce. Merci, Sybille. On sent, vous avez une écriture qui est extrêmement visuelle. On imagine très bien que ce texte soit adapté en série ou au cinéma parce que vous avez cette qualité-là
de faire jaillir chaque description, chaque évocation, que ce soit d'un geste, parce qu'il y a beaucoup de gestes au final dans votre roman, il y a beaucoup on sent qu'il y a beaucoup de toucher, beaucoup de sensations, c'est un roman extrêmement sensoriel finalement, et vous le faites extrêmement bien, bravo. Merci. J'aimerais qu'on parle, Kéral, de ce quotidien-là, de cette famille bretonne. On n'a pas parlé de la Bretagne, c'est une famille qui est installée dans la ferme familiale, et vous parlez également extrêmement bien de ce milieu-là, peu importe qui parle, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ces personnages qu'on pourrait appeler secondaires, mais en fait, il n'y a pas de personnages secondaires dans votre roman. Vous donnez la parole à tout le monde, ce qui est plutôt rare, comme une sorte de travelling avec différentes caméras. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare en littérature, de donner la parole à tout le monde, que ce soit même aux femmes des frères notamment. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. Pourquoi avoir fait ce choix-là de tous les faire parler dans des sortes de fulgurances à chaque fois, où chacun a quelque chose à dire au final, quelque chose d'intéressant? Il n'y a jamais un personnage qui est mis en dehors de l'histoire. Oui, je n'ai pas réfléchi à la question comme ça, donc je suis un peu troublé pour vous répondre. Je peux peut-être simplement vous dire quelque chose qui m'a inspiré au début. Je pense qu'effectivement, dans une famille, il y a forcément les gens qui ont les liens de sang, et puis après, il y a ceux qui sont autour. Il y a les liaisons qui se forment, les couples qui se forment, les gens qui arrivent, les gens qui décèdent. Et j'avais envie qu'il y ait effectivement tout cet univers. Et il est venu assez vite l'impératif que je ne pouvais pas dire il ou elle, en fait. Je ne voulais que dire je. Donc, peut-être que ça a donné effectivement un peu plus de force à chacun des personnages, mais je n'arrivais pas à me dire il va y avoir un narrateur et après les autres, ça va être il ou elle. Il fallait que je dise je pour chacun. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, on n'a pas parlé évidemment du titre. Au départ, nous étions... Tu veux dire quelque chose, Anthony? Oui, comment? Je peux dire quelque chose? Oui, mais bien sûr, Stéphane, tu es chez toi ici. Comme c'est enregistré, je vais faire gaffe à ce que je dis. En tant qu'éditeur, un des trucs... Enfin, non, je parle de moi, pas de mes confrères. On se méfie beaucoup de la polyphonie. On se méfie beaucoup des structures complexes. D'une certaine façon, s'il y a un défaut bien répondu dans les primo-romanciers et romancières, c'est la complexification de la structure. L'envie d'être Laurence Durel avant d'être Marguerite Duras. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si c'est très réducteur ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui fait le génie d'un auteur et sa particularité? C'est le fait que, d'une façon totalement équilibrée, quand Kéral nous balance dans cette polyphonie, il ne nous perd jamais. Et même moi, en tant qu'éditeur, je lis ce premier roman et sur le papier, il a tout ce qui d'habitude allume tous mes signaux négatifs. Une structure complexe, une polyphonie, comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Il aurait pu raconter une histoire, il en rencontre 20. Suivre un personnage et son mystère, c'est tellement compliqué. Lui, il veut nous balancer tout le monde et tout le monde au jeu. En fait une sorte d'hubris, quelque chose qui devrait nous rapprocher. Le mystère et la beauté de mon métier, c'est d'ouvrir ce premier roman d'un auteur que je vais découvrir par la suite aussi humble et que tout est juste. Et si tout est juste, c'est qu'en fait, c'est rattaché, j'y reviens, à la conscience. La conscience, elle n'est pas forcément un plan conçu au départ pour l'auteur, mais à la conscience merveilleuse qu'il y a une concordance entre l'intrigue et le thème. Et le thème, c'est quoi? Cette beauté universelle et qui devient totalement littéraire, c'est quoi le destin? En fait, il nous parle du destin. 4 enfants dans le ventre. La scène qui vous a lue, c'est pas forcément clair pour tout le monde, se passe avant la naissance. C'est une incipit qui est merveilleux, c'est une scène de guerre, c'est une scène de Première Guerre mondiale dans les tranchées, et en fait, c'est juste avant l'arrivée dans la vie. C'est à l'intérieur de l'utérus. Et ce côté du terrain, il est splendide parce qu'en fait, cette bataille, elle va se poursuivre toute. La question qu'il nous pose, elle est extraordinaire, c'est celle de la prédestination.
c'est celle de la façon dont on va accepter ou pas les narrations qu'on nous impose et qu'on veut suivre par la suite. 4 enfants sont dans un ventre, 3 vont naître, 1 va mourir. L'ordre dans lequel ils vont naître donne un sens à leur vie. Et chacun va ensuite évoluer. Une des grandes beautés de ce texte, c'est qu'en fait, il nous parle de quelque chose qu'on connaît tous, et qu'on soit enfant unique ou d'une fratrie nombreuse, peu importe. On est tous prisonniers à un moment ou une autre d'une narration que nos parents, nos amis, le monde, la société, peu importe, nos communautés nous mettent dessus. Mais ensuite, et c'est là où ce roman est prodigieux, c'est que ça va beaucoup plus loin. Et c'est là où la littérature est toujours complexe et jamais simple, c'est qu'on peut choisir à certains moments de sa vie ou pas de se confronter. Ces rôles qu'on nous impose ne sont pas juste un poids. Parfois, ils nous aident à grandir aussi. Parfois, c'est utile pour chacun d'entre nous. Et lui, il le dit tellement bien de se confronter, de se conforter à un archétype. Ce mouvement de balance merveilleux qu'on vit tous dans la vie, du moment où on veut échapper, s'émanciper. Et de ce moment aussi, qui est plus difficile à dire, à avouer, qui est plus difficile à écrire, comme à comprendre, et qui est ces moments où, en fait, se confondre dans notre rôle social, dans le regard des autres, va être aussi une façon de grandir. Et lui, il le fait merveilleusement bien. J'ai souvent dit en parlant de son livre que, si je revenais à cet exemple du particulier, hein, de la merveille qu'est la littérature, c'est toujours la façon dont les auteurs ont à nous raconter l'universel en nous écrivant le particulier. Lui rajoute une chose, c'est, pardon de devenir shakespearien d'un coup, mais c'est vraiment le bruit et la fureur. Il prend toutes ces expériences que vous avez tous vécues, que vous soyez fils unique à 2, à 3, à 4, à 5, peu importe, et vous n'avez pas besoin d'être l'enfant d'une propriété agricole en Bretagne. Mais vous allez tous reconnaître dans ce récit, parce que c'est ça la définition d'un bon écrivain, des moments de votre vie, et lui en fait du bruit et de la fureur. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vit jour après jour, c'est le bruit et la fureur. C'est ça qu'on ressent, c'est pour ça que ça nous blesse, c'est pour ça que la vie est dure et grandiose. Et c'est ce mouvement merveilleux sur cette idée de ces 4 frères qu'on va voir vivre sur très longtemps. Et ne l'oublions pas, parce que j'ai dit 4, même celui qui est mort, puisque celui qui est mort parle, mais aussi ce 5e personnage qui est majeur, grand génie de ce livre, c'est que le 5e personnage qu'il rajoute, Fuego, dont il vous a parlé, c'est une femme. Et cette femme, quand même un rôle absolument merveilleux, elle va passer dans la vie de ses 3 frères, et elle va les aimer tous les 3. Selon qu'ils sont debout ou à terre, elle va passer de l'un à l'autre, personne n'en concevra une grande jalousie. Et elle est dans cette fonction qu'on appelle un peu communément dans les journaux féminins le syndrome de l'infirmière. Elle est là et elle se sent vivre pendant une grande partie de sa vie en réparant les autres. Ce syndrome, il existe. Et au lieu de nous en faire un archétype limitant, il en fait un archétype vibrant et merveilleux. On voit en quoi cette femme se remplit et s'accomplit en étant cette réparatrice des histoires des autres. En même temps, il ne l'oublie pas, et c'est ça qui est beau, il faudra évidemment en point de fuite qu'elle s'en émancipe. Comme chacun des 3 frères devra s'émanciper ou choisir, à un moment ou à un autre, s'il reste le maillon antique d'une histoire universelle, comme l'aurait dit Échille ou Ésope, je ne sais plus, ou une individualité mystérieuse, un peu branle-ballée par le chaotique, mais qui devra prendre des choix. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, j'insistais sur ce truc du particulier, du particulier par rapport à l'universel. Vous avez une histoire qui est difficile à pitcher, parce qu'en fait, c'est l'histoire de 3 frères, c'est l'histoire de 3 destinées, c'est l'histoire de 3 personnes qui, à chaque moment de leur vie, se disent: est-ce que je suis inscrit dans quelque chose qui m'écrase? Est-ce que je peux m'en libérer et qui je suis? Voilà des sujets qui, quand même, nous occupent tous. La différence d'un grand écrivain, c'est la façon dont il l'écrit et qui vous rapporte, en fait, par son talent, au plus intime de vous-même. Ce qui est très fort, vous en parlez à chaque fois admirablement bien, Stéphane, de chaque texte. On sent la passion de l'éditeur, mais le fameux PS, ce Greg, le premier sorti, c'est extrêmement fort, cette simple évocation. Il y a beaucoup de lettres chez vous, PE, Héral, PS, premier sorti, et tant d'autres, notamment la lettre G. Mais d'ailleurs, quelle est la signification de ces 2 lettres PE? Quelles sont la signification? C'est un pseudonyme, et c'est un pseudonyme. P.E. Kéral, c'est un pseudonyme. Kéral, c'est le nom c'était déjà le pseudonyme choisi par mon grand-père paternel qui écrivait, lui, des fables et même des opérettes. Et donc, au moment où je me suis remis à écrire, je me suis dit que c'était bien d'essayer d'adopter moi aussi cette casquette d'artiste avec laquelle... on va dire, j'ai mis du temps, et même vous le dire ce soir, c'est encore pas facile.
Et donc, il me fallait un prénom et pour aller jouer aussi un peu, m'amuser sur le sujet du pseudo. PE, ça veut dire peut-être. Donc, peut-être que je suis Kéral, peut-être que je suis un artiste comme mon grand-père, peut-être pas. Voilà, ça permet de garder la tête froide. Magnifique. C'est vraiment une très belle histoire, finalement. On a bien fait de la poser, hein. J'avais des doutes, mais c'est très bien. C'est très bien. Et j'en ai parlé pour une histoire de famille quand même encore. J'en ai parlé une fois à quelqu'un qui a été un petit peu surpris forcément par ce prénom et qui m'a répondu du tac au tac, vos parents ne vous ont pas fait ça quand même. Ça aurait été intéressant, en effet. Ça aurait été extrêmement poétique, mine de rien, ça s'appelait peut-être. Sybille, j'aimerais qu'on parle de… Justement, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que ça aurait pu être un autre animal, un autre être vivant? Est-ce que ça aurait pu être un arbre, par exemple, un végétal? Est-ce qu'il y aurait pu avoir également cette connexion-là entre un homme et, évidemment, c'est possible, on connaît de plus en plus les bienfaits de la nature, mais pourquoi un pingouin? Pourquoi pas un autre? Alors moi, je suis ravi que ce soit un pingouin, j'adore cet animal, mais est-ce que ça aurait pu être quelque chose d'autre, un autre être vivant? Alors, puisque en fait, tout est parti de l'idée du dernier de son espèce, ça limitait déjà les choix. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, on a vu un grand requin, on a vu un grand requin blanc il y a quelques temps, là, il y a quelques jours. Ça fait partie aussi de ces animaux-là qui disparaissent. Ils sont de plus nombreux. Alors, en même temps, je ne suis que moi. Non, mais c'est un truc qui est raconté quand même à hauteur d'être humain, et en l'occurrence à la mienne. Enfin. Et là, très simplement, je ne sais pas comment vous répondre autrement. Bien sûr que des gens peuvent et ça pourrait être formidable, écrire ça avec une marguerite ou un arbre. Moi, je n'ai pas j'ai pas ces émotions sur les végétaux. Et j'aime les animaux et je n'irai pas voir un requin parce que je manque d'imagination. Il y a le très bon film de Netflix qui est sur la pieuvre, la sagesse de la pieuvre. J'ai été très surprise de voir, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous tous, c'est quelqu'un qui a filmé 8 ans de relation avec une pieuvre et c'est absolument exceptionnel. Donc tous les animaux peuvent faire ça, peuvent produire ce genre de choses, mais moi je pense que c'est surtout tout ce qui est vivant. Alors je sais que les végétaux sont vivants, mais tout ce qui bouge, tout ce qui regarde, tout ce qui touche, tout ce qui avance vers vous et tout ce vers quoi vous avancez. Je pense que c'est quand même tout ce qui se touche et qui a une réaction évidente. Et donc, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être n'importe quel mammifère. Maintenant, c'est difficile d'avoir ce type de relation avec un lion. Enfin, vous ne dormez pas facilement avec un lion, vous ne courez pas derrière un lion en pouvant le rattraper, et ainsi de suite. Donc, ça tombait bien, si vous voulez. Mais ça aurait pu être aussi un autre animal. Mais il fallait qu'il disparaisse. Et aussi, très humblement, c'est parce que j'avais toujours publié ce livre de Johanna Burger sur ce perroquet, qui s'appelle Le perroquet qui m'aimait, que j'avais découvert sans jamais, d'ailleurs, je n'aimais pas spécialement les oiseaux. D'ailleurs, et en lisant ça, je me suis aperçue que ça pouvait être merveilleux, un oiseau. Ça pouvait être d'une intelligence exceptionnelle, ça pouvait être touchant, émouvant. On pouvait vraiment tisser une relation avec eux. Donc le pingouin, finalement, je savais pas que Johanna Burger m'influençait encore. Donc, mais c'est merveilleusement bien tombé. Parfait. Pour terminer, j'avais deux questions. Pas deux questions, une question et une interrogation pour Stéphane également, qui Coco Mellors devait être là également au départ. Est-ce que Stéphane, tu pourrais également parler des autres livres de la rentrée littéraire
peut-être de celui-ci, si tu en as envie. Mais ma première question était sur vos projets actuels, Sybille et Kéral. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose en gestation? Ou au contraire, je sais que pour Sybille, le temps est difficile entre les deux casquettes et que vous vous laissez, j'imagine, beaucoup de temps entre les manuscrits, mais est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans les tiroirs à venir? Alors, Anthony, je me permets d'influencer la discussion. Coco n'est pas là, tant pis pour elle. Mais en revanche, la question que tu poses à mes auteurs, je l'adore. Vous êtes en train d'écrire quoi pour moi? C'est quoi la suite? Merci, Anthony. Parce que là c'est la promo, c'est bien, mais j'espère que vous écrivez. Donc, merci, Anthony. Merci. Alors, je vais répondre parce que je pense que certes, j'ai beaucoup. Je pense que Kéral est aussi pris que moi par sa vie professionnelle. Donc, c'est pas tant ça. Eh ben, moi, non. Voilà, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas du tout. J'attends que quelque chose me tombe dessus. Et bêtement, je dois dire, je ne sais pas si j'aurais dit ça sur aucun de mes autres livres, je suis encore extrêmement attachée à ce couple de Gus et de Prospe. Et pour l'instant, je ne sais même pas si je pourrais trouver quelque chose de mieux. Non, j'ai pour l'instant rien. Mais j'aimerais bien. Voilà. Mais pour l'instant, rien. Désolé, Stéphane. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment envie de... Alors, ce qu'on peut dire, par contre, c'est de lire peut-être les anciens ouvrages en attendant. Bah, écoutez, il y en a un qui devient cher. Enfin, ils le sont tous. Vous savez, moi, je suis comme les enfants. Je pense que le dernier est le meilleur. Mais il y en a un qui est... Ce week-end, j'étais à Besançon et en réfléchissant à une question qu'on me posait, je me suis aperçue que c'est comme les stations de métro. Je vois toujours des cycles sur les lignes de métro. Vous savez, 3 qui vont ensemble, puis après, on change de... Et bien, La Horde, le livre qui est juste avant, La Horde a initié le mouvement que je continue et je trouve aujourd'hui que je concrétise dans le dernier des siens. Il y a eu une certaine simplicité, bonté, évidence, puis même quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que là, c'est un homme qui s'attache à quelque chose de très différent, qui est le pingouin. La Horde, c'est un démon, c'est quand même très différent des hommes, qui s'intéresse à une petite fille. Et toujours, ce sont des personnages qui, à un moment ou à un autre, si vous voulez, par affection, se confondent. L'un devient l'autre, l'autre devient l'un. Et je me suis aperçue que La Horde et le dernier des siens, qui n'ont rien à voir, sont, à mes yeux et à mes seuls yeux, je ne veux convaincre personne, une sorte de diptyque. Voilà. Je ne sais pas si c'est très... Intéressant, en effet, c'est plutôt rare en effet, puisqu'ils n'ont rien à voir, mais ça a peut-être cheminé non, mais oui, finalement, rapport à la problématique est un peu la même. Voilà. Miral. Oui. Moi, je suis parti sur autre chose, mais je suis encore dans... On va dire que je patauge gravement. Donc, il y a quelques idées qui se dessinent, mais comme c'est aussi le lancement de ce premier, chaque fois que je m'y mets, il est là. Le premier des miens, il est posé sur mon épaule. Il me gêne un peu pour passer à autre chose. Là, mais je crois que c'est une... J'ai entendu l'autre jour un podcast sur la problématique du deuxième roman. Je suis complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut arriver à passer à autre chose, à trouver de nouvelles idées, à ne pas se répéter, tout en vivant le lancement de celui-là qui est un truc incroyable, quoi. Voilà, donc qui est une aventure inouïe avec tout ce qui se passe autour de ce lancement, aussi bien sur
sur les papiers dans la presse que, voilà, par exemple, cette première expérience avec vous tous ce soir, ou les festivals qui s'annoncent. Voilà, donc tout ça concentre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions sur ce premier texte, mais en même temps, j'ai envie de faire autre chose, ouais, bien sûr. Est-ce que justement le sujet du prochain livre, ça vous hante au quotidien? Est-ce qu'il y a une petite étoile à côté de vous qui vous martèle, qui vous fait dire à quand le prochain? Est-ce que vous attendez l'idée de manière quasiment divine? Oui. Ouais, moi, je peux dire la même chose aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que dans le premier, il y a un truc qui a marché, c'est que j'ai su attendre. Il y a des moments où il faut attendre. Il faut que rien ne se passe. Il faut laisser reposer. Il faut attendre. Oui. J'ai bien aimé quand Sybille a dit tout à l'heure, pour le moment, il n'y a rien, mais il y a bien une idée qui va me tomber dessus. Plus qu'une idée, d'ailleurs, je dirais que c'est une envie. C'est comme de jouer quand on est enfant. Vous savez, quand les enfants dessinent dans leur chambre pendant des heures en se racontant des histoires sur le sur le papier, pardon. Il faut avoir envie de dessiner tout d'un coup, de se lancer comme ça, d'avoir envie de quelque chose. Et ça, c'est une sensation de manque. Moi, c'est une sensation. Puis elle est très excitante. Elle est très joyeuse. Elle est très tout simplement parce que on a envie de jouer justement, donc de se surprendre. Bref, de raconter une histoire, quelle qu'elle soit. Et moi, je la guette, mais bon, ça peut prendre du temps, en effet. Et en plus de se tromper plein de fois au milieu. Oui, mais Stéphane est là. Stéphane est là et il faut l'inviter à dîner souvent pour qu'il vous dise... Non, j'aimerais. Mais c'est un miracle qui est intéressant et c'est une leçon pour toute personne qui veut écrire. Vous avez là, en fin de discussion, un premier romancier et quelqu'un qui en est à son 11e roman. Et c'est beau que les deux partagent ce moment suspendu qui est que écrivain n'est pas un statut. Écrivain n'est pas un statut, écrivain c'est un long cheminement. En fait, doit écrire toute personne qui ne peut pas concevoir vivre sans le faire. Et ce respect qu'ils expriment tous les deux de façon, je trouve, vraiment très émouvante de l'attente de l'idée, du sujet, de l'envie. En fait, on parle de rencontre amoureuse quasiment là, vous l'entendez. C'est beau. Et moi, c'est le moment où je me retire. C'est le moment où je prends plaisir à dîner avec eux quand même. C'est le moment où j'ai surtout pas envie d'être là, ou alors être là comme un support pour le futur, comme une promesse à venir. Mais c'est le moment où il faut être très discret. Il faut respecter le mystère. C'est rentrer dans une église, dans une chapelle, enfin une église, peut-être si vous n'aimez pas la religion, mais c'est le moment où la littérature est sacrée. Il faut respecter cette envie de rencontre, de la prochaine envie qui passe. C'est pas un boulot d'éditeur. Ça peut être un peu une fonction d'ami au bout d'un moment. C'est vrai. Stéphane, eh ben, si tu veux bien finir peut-être la rencontre, parler de Cléopâtre et Frankenstein, si tu le... Non, m'en veux pas, mais je trouve que c'était chouette. On était tous ensemble. J'adore, si vous pensez bien que si je publie un roman qui s'appelle Cléopâtre et Frankenstein d'une autrice géniale qui s'appelle Coco Mellors, je vous renvoie à la presse qu'elle commence à avoir et on vient d'avoir un très très beau papier dans le Monde. Je l'aime pas moins, mais je trouve que c'est beau d'avoir partagé ce moment humain avec vous. Zoom, c'est un peu compliqué et pourtant ce soir, je ne l'ai pas senti. C'est la première fois que je ressens ça. Mais on a vécu un bon moment ensemble. Je voudrais le conserver sur mes auteurs qui étaient là. C'est parfait. Vous remercier et vous dire, parce que c'est sincère, qu'on s'est échangé quelques petits SMS en même temps pour dire qu'on te trouvait foutrement doué, monsieur. Excellent. Vraiment. Je te remercier parce qu'on fait quand même beaucoup. Des questions formidables. Dans des modèles différents et des formats différents, on passe quand même un peu notre temps à passer d'une rencontre à l'autre et qu'on trouve vraiment sincèrement que tu as merveilleusement bien animé ça, posé des questions à mes auteurs qui m'ont beaucoup plu et que tout le monde ne le fait pas aussi bien. Donc, merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer entre le peut-être, Kéral et ça. Merci. Ça me touche beaucoup. Eh bien, je vous remercie tous les quatre. Merci infiniment. Et on se retrouve, j'espère, très vite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et lisez ces 3 livres, absolument. Lisez ces 3 livres.
parce qu'ils sont formidables, tous différents d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Stéphane, il y a des thématiques, même s'ils sont différents dans leur histoire, il y a des thématiques quand même extrêmement communes. On parle beaucoup d'héritage, d'identité, de rapport à l'autre. C'est des thématiques qui sont chères aux éditions Anne Carrière. C'est quelque chose que tu veux insuffler, qui vient à toi par hasard, c'est véritablement le destin, ou il y a quelque chose que tu attires peut-être comme un aimant, c'est possible aussi, mais il y a des thématiques qui m'apparaissent très chères. Pour toi, en tout cas. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un moment de la rentrée qui est un peu particulier. Donc, ce moment, il est en général en avril, où on commence pour la première fois à devoir rédiger un discours global sur la rentrée. Et c'est marrant parce qu'en général, c'est à ce moment-là que peut apparaître une thématique commune. Jamais, jamais avant, et ayant lu les livres, je n'ai pu douter qu'elle existait. Et ici, pour être honnête, moi, je ne la vois pas. Ce qui me rend vraiment... Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein, entendez-moi bien. Mais ce qui me rend vraiment fier, au contraire, c'est la diversité des sensibilités la diversité des sensibilités et des chemins littéraires parcourus. Aucun de ces livres dont on vous a parlé ce soir vraiment ne se ressemble. Ce qui fait ma fierté aux éditions, puisqu'on publie peu, c'est l'idée qu'aucun de nos livres ne peut être comparé à l'autre, justement. Oui, après on pourra trouver des thèmes, mais si on va sur des choses, pardon Anthony, mais comme l'héritage en fait, ou la transmission, c'est un thème transversal qu'on peut faire apparaître un peu toujours. Mais ça, je le laisse un peu aux lecteurs, aux prescripteurs comme toi. La réalité, moi, c'est que vraiment, si ce métier m'émerveille et que tous les matins, j'ai l'immense privilège de me lever en étant content d'aller au bureau, c'est que je vais à la rencontre de mystères complets et indéchiffrables, même avec les années que sont Sibylle, que sont Kéral ou que sont Carole. Et je n'ai pas la prétention à un seul moment pour avoir publié que ce soit un ou plusieurs de leurs livres, de les comprendre. On n'est pas dans une relation qui me permet de dire leur intimité. En fait, moi, c'est leur livre. Et dans une... Pardon, mais c'est vrai que je pense, dans une période qui... J'ai 50 ans et c'est peut-être ça mon défaut. Mais qui parfois me désespère un peu par son goût de la simplicité ou de la simplification. Je suis vraiment fier en tant qu'être humain de contribuer à la propagation de la complexité et du mystère. Ce que ces livres ont en commun, c'est qu'ils sont incroyablement subtils et complexes. Ils ne se réduisent pas à une idée ou même à quelques idées. Ce qu'ils vous proposent, c'est un univers subtil et sensible. Et le privilège que j'ai, moi, c'est de vivre à côté de ces auteurs et de pouvoir les accompagner. Ce sera le mot de la fin et il est magnifique. Mais il y a quand même un lien magnifique entre ces trois livres. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage Gus qui revient chez Sibylle et Kéral. Il y a ce lien aussi où Carole Alamand travaillait aussi sur, je ne me rappelle plus du terme, mais le zootopisme, je ne sais plus, mais il y avait... Tu sais ce qu'on dit des gens qui aiment l'ésotérisme? Si tu es suffisamment obsédé, tu trouves le nombre d'or partout. Très bien, je la prends pour moi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Ouais, merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Salut.